Bonjour David, on est vraiment ravis de vous accueillir. Alors expliquez-moi, Philip Morris, c'est une entreprise qui est plutôt confortable, les comptes sont au vert, le modèle économique est plutôt rentable. Pourquoi avez-vous décidé de changer de modèle en vous disruptant? Expliquez-nous. Alors c'est une excellente question et c'est vrai que lorsqu'on parle d'autodisruption, généralement on passe à des entreprises qui n'ont pas vraiment eu le choix de s'adapter, de se transformer pour soit déclencher un nouveau relais de croissance ou souvent survivre. Il y a plein d'exemples que j'ai en tête, on pense bien sûr à Apple. Lorsque Steve Jobs est revenu aux rênes dans les années 90, fin 90, il a fait le ménage dans le portefeuille de produits existants. Oui. Il a concentré et s'est préparé à lancer des nouvelles innovations. Alors l'iMac bien entendu, mais surtout la diversification vers l'iPod, puis l'iPhone. Et ça a déclenché un cycle de croissance sans précédent jusqu'à présent. L'entreprise est quasiment morte à l'époque, avant qu'il arrive. Exactement. Un autre cas un peu similaire que j'aime beaucoup, c'est le cas de Marvel. Qui, il y a 15 ans, était aussi au bord de la faillite et où l'équipe de management a fait aussi un choix et un pivot très fort puisqu'ils ont décidé d'arrêter le papier, le comic books, pour se concentrer sur l'industrie cinématographique avec tous les films à succès que l'on connaît et puis finalement pour être acheté par Disney il y a quelques années pour 4 milliards de dollars si je ne me trompe pas. Mais finalement chez Philip Morris c'est un cas un peu différent. Puisque nous sommes l'une des rares entreprises qui avons décidé de nous transformer alors que notre modèle économique était jusqu'alors profitable. Il y a 5 ans, lorsque notre CEO, André Calantzopoulos, a annoncé sa vision, à savoir arrêter la commercialisation de cigarettes d'ici 10 à 15 ans, nous enregistrons un profit, un résultat opérationnel de plus de 13 milliards de dollars. Alors en effet, on peut se poser la question, pourquoi vouloir tout changer ? Pourquoi vouloir tout risquer et pourquoi s'autodisrupter? Eh bien en fait parce que pour nous, ce choix-là, il n'est pas uniquement basé sur un critère économique. Du fait de la nature de notre produit d'origine, la cigarette, du fait de notre position de leader, on pense qu'on a une responsabilité sociale très importante. Aujourd'hui dans le monde, il y a à peu près 1,2 milliard de fumeurs. Et si on regarde les statistiques de l'OMS, ce chiffre-là ne devrait pas vraiment diminuer sur les prochaines années. Donc on a quasiment 10 à 15% de la population mondiale qui consomme aujourd'hui un produit néfaste pour leur santé. Et c'est ça le réel problème. Et c'est pour ça qu'on a décidé de changer et de se transformer. Alors le problème, il est conséquent, il est critique, mais on ne pense pas qu'il est insolvable. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il va falloir déployer une rupture technologique très forte et d'assurer que cette rupture-là et cette innovation-là soit déployée à grande échelle pour espérer résoudre cette problématique. Alors, donc on anticipe, si j'ai bien compris, vous parlez de rupture technologique, et en quoi ça consiste? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette rupture technologique? Oui, bien sûr. Alors, avant de parler de la solution, de la technologie, je pense qu'il est important de parler du problème. Parce que c'est comme toute entreprise, lorsqu'elle conçoit un produit, il faut bien comprendre quel est le problème et quelle est la nature du problème, quels sont les fondamentaux de la problématique qu'on veut résoudre. Ce qu'il faut le savoir avec la cigarette et le problème sanitaire lié à la cigarette, c'est que la root cause, la cause numéro 1 du problème, c'est la combustion. Lorsqu'on allume une cigarette, le tabac prend feu, donc il y a combustion, et c'est cette combustion-là qui va générer toute une série de substances chimiques nocives qui, inhalées régulièrement, seront la cause des maladies graves liées au tabagisme. Donc une fois qu'on a bien compris cette solution-là, on peut réfléchir à des solutions pour résoudre ce problème-là. Et nous, chez Philip Morris, ça fait maintenant 10 ans qu'on a réorienté toute notre recherche vers le développement d'alternatives à la cigarette. Et vers le développement d'alternatives à la cigarette basées sur des produits sans combustion. Alors on a plusieurs plateformes, des plateformes qui chauffent le tabac, des plateformes qui chauffent la nicotine sous forme liquide, mais elles ont tout un point commun, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de combustion, et c'est ça qui permet de réduire de manière significative l'exposition à ces composés chimiques qui sont nocifs pour les fumeurs aujourd'hui. D'accord, donc on constate le problème
et on trouve une solution, notamment technologique, pour le résoudre. Alors, cette disruption qui est importante quand même, parce que c'est un vrai changement dans l'entreprise, ça passe par une vision, bien sûr, ça passe aussi par des produits, mais on sait aussi que l'adhésion en interne, l'adhésion des collaborateurs est aussi une condition de réussite. Et justement, je voulais savoir dans quel état d'esprit sont justement les équipes aujourd'hui. Alors vous avez parfaitement raison. On parle de la transformation produit et elle est indispensable, mais en interne, il y a un changement radical dans toute manière de travailler. Avant de parler des collaborateurs, j'aimerais revenir sur aussi d'un point de vue mindset et d'un point de vue typologie d'entreprise. On est passé d'une entreprise qui, il y a une dizaine d'années, est une entreprise industrielle, traditionnelle, à une entreprise hybride qui est maintenant centrée sur la technologie d'un côté et la recherche de l'autre. Je vais vous donner quelques exemples, mais bien sûr, on a repensé notre R&D de manière fondamentale et on utilise aujourd'hui les standards de l'industrie pharmaceutique comme benchmark. On a déposé de nombreux brevets et on est aujourd'hui l'une des entreprises les plus déposantes de brevets dans le monde. Et l'un des chiffres les plus majeurs pour moi, c'est qu'aujourd'hui, 98% de notre budget R&D est alloué au développement de ces nouveaux produits-là. Donc oui, on parle de vision, on parle d'importance d'avoir la vision, mais c'est aussi un véritable choix d'investissement. Si je reviens aux collaborateurs, pour moi, ce qui est important dans l'engagement quotidien, c'est en effet que cette vision soit claire, simple, précise pour nos collaborateurs. Et quand on parle de notre vision, à savoir arrêter la commercialisation des cigarettes d'ici 10 à 15 ans, ben oui, je pense qu'on a une vision qui est simple, claire et qui est extrêmement ambitieuse d'un point de vue sociétal, oui, et qui aussi fait un véritable virage par rapport à tout le passé de l'entreprise. Et ça, c'est extrêmement important et motivant pour nos collaborateurs. Alors, ce n'est pas simple au quotidien. Je pense que nos auditeurs qui sont aussi sur des secteurs innovants ou qui se transforment le savent. Se transformer, c'est dur. Se transformer, ça fait mal. C'est compliqué et c'est fatigant. Mais on a essayé de faire cette transformation de manière responsable. C'est-à-dire que bien sûr, on a intégré des nouvelles compétences, des nouvelles ressources, parce qu'on a dû traiter des sujets que jusqu'à présent on n'avait jamais traités, donc on n'avait pas le savoir-faire, mais on a investi énormément de temps, énormément d'argent aussi pour assurer de faire monter en compétence nos collaborateurs et pour qu'ils soient à même de performer dans ce contexte nouveau. Je vais vous donner 2-3 exemples. Encore une fois, sur les méthodes de travail, si je reviens 5 ans en arrière, on était un petit peu à l'ancienne, on travaillait de manière traditionnelle et sur des méthodes qui sont aujourd'hui plus adaptées. Et on s'est dit, comment est-ce qu'on va régler ça? Alors on aurait pu faire ce que font beaucoup d'entreprises, à savoir faire une Learning Expedition, pendant une semaine, aller rencontrer des entreprises innovantes, des grands groupes, parler avec eux, mais on s'est dit que le changement chez nous était plus profond, parce qu'on partait aussi de plus loin et qu'on avait besoin d'investir encore plus de temps. Alors ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé un outpost, un bureau en Californie, à la Silicon Valley, et on a envoyé des collaborateurs pendant plusieurs années pour s'acculturer à ces nouvelles manières de travailler, pour rencontrer les plus grands groupes de la tech, comme des startups émergentes. Et après, ces personnes-là, quand elles sont revenues chez nous, elles ont joué le rôle d'ambassadeurs et elles ont déployé toutes les méthodes de travail qui sont peut-être business as usual pour vous, mais qui pour nous étaient nouvelles, du Lean Startup, des méthodes agiles, du Design Thinking, etc. Et ce qui est assez fort, c'est qu'aujourd'hui, si je prends tous les affiliés dans le monde, dans tous nos marchés, tout le monde aujourd'hui pratique de manière quotidienne ces nouvelles méthodologies-là. Alors justement, où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? Est-ce que vous avez trouvé cette fameuse solution miracle, parler de combustion et de supprimer tous les effets nocifs de la combustion? Où est-ce que vous en êtes? Et est-ce qu'il y a un sujet qui vous donne encore du fil à retordre? Alors, je pense malheureusement qu'il n'y a pas une solution miracle, mais je pense que ce n'est pas pour nous. Je pense que pour toute entreprise, pour performer dans son business, c'est toute une série de décisions, d'actions qui va faire que le succès sera au rendez-vous. Alors bien sûr, il y a des chantiers sur lesquels on a bien avancé. Il y en a d'autres, pour rien vous cacher, qui me tiennent éveillé la nuit et qui nous tiennent tous éveillés. Alors, si on regarde les chantiers sur lesquels on est bien mature, je pense qu'on peut être fier en si peu de temps d'avoir monté un centre de recherche à la pointe dans lequel plus de 500 chercheurs, data scientists, ingénieurs travaillent quotidiennement. Et je pense que s'il y a des DRH qui nous regardent, ils savent qu'en ce moment, recruter ces profils extrêmement rares, extrêmement qualifiés, extrêmement recherchés, c'est déjà un beau challenge.
Mais ce qui compte le plus pour moi, c'est que toute cette recherche, aujourd'hui, c'est une réalité. C'est plus des prototypes ou des plans sur un papier. Aujourd'hui, on a déployé déjà une première vague d'innovation dans plus de 57 pays. Ça représente quasiment un quart de nos revenus à l'échelle mondiale. Et on a dans notre pipeline d'innovation toute une série de plateformes sur lesquelles on est en train de travailler et qui nous font être relativement confiants sur le fait que oui, notre vision, elle est ambitieuse, mais elle est atteignable. Si je regarde les points à travailler, les points qui sont encore sur le feu, il y en a beaucoup, mais je pense que finalement, la question numéro 1 qu'on se pose aujourd'hui, c'est la question que se posent toutes les entreprises de la tech, à savoir comment faire pour scaler une innovation à l'échelle mondiale et le scaler de manière efficace. Sachant qu'il y a différents cas, bien sûr, on a Facebook qui a réussi à atteindre la barre symbolique du milliard d'utilisateurs en 9 ans, mais si on revient un peu en arrière, on se souvient que les téléphones portables ont mis presque 10 ans, 12 ans je crois, pour atteindre leurs 50 premiers millions d'utilisateurs. Donc c'est pas si facile. Et c'est d'autant plus challenging que pour nous, on essaye de déployer cette innovation de manière responsable et on a pris un engagement, un objectif que d'ici 2023, l'intégralité de nos portefeuilles de produits électroniques soit équipés d'une technologie embarquée qui pourra vérifier l'âge des consommateurs et assurer qu'ils ne soient pas utilisés par des personnes mineures. D'accord. Donc voilà, beaucoup de chantiers, c'est passionnant pour ne rien vous cacher. Et moi, ce que j'aimerais dire pour conclure, c'est peut-être inviter parmi les gens qui nous regardent aujourd'hui, ceux qui partagent notre vision, ceux qui pensent que l'innovation peut être un moyen clé pour changer le monde, générer une croissance positive, venir échanger avec nous, à confronter certains a priori, à discuter, parce que je pense que ce qu'on a appris des dernières années du monde de la tech, c'est bien ça, c'est que l'innovation ne se fait pas en silo, l'innovation aujourd'hui elle est collaborative. Donc voilà, le plus on sera à échanger sur ces sujets, je pense que le plus on avancera ensemble vers un monde meilleur. Merci énormément, David Kuhn. C'est intéressant de voir une entreprise, un industriel pur et dur, qui justement se transforme, se fait mal à lui-même pour un meilleur futur pour nous tous. Merci énormément, David Kuhn. Merci, Anissé.